Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette restitution absolument passionnante sur ces sujets extrêmement importants. On a vu avec cette étude qu'effectivement on était dans une phase à la fois de stabilisation mais aussi de forte croissance des ambitions des acteurs du secteur avec des enjeux très forts sur l'accès au financement et aux services bancaires. Et on a un panel aujourd'hui représentatif de ce secteur qui est là pour nous en parler. On a donc avec nous Alexis Bouvard, qui est directeur France de Bitpanda, Frédéric Dalibard, qui est le président de Exarch, filiale de BPCE, Valentin Demey, CEO de Cube3, et Morgane Libert, qui est directeur marketing chez Keytrade Bank. Première question sur la notoriété des cryptoactifs. Aujourd'hui, on a 9 Français sur 10 qui déclarent connaître les cryptoactifs. Cette notoriété grandissante, Morgane, a-t-elle eu un impact sur votre stratégie d'entreprise ? Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je viens plus pour le volet belge, Keytrade est une banque belge. Mais voilà, je pense que les chiffres sont assez similaires. Donc effectivement, sur la partie réflexion stratégique, là on est vraiment dans cette phase d'investissement plutôt intellectuel, comprendre le consommateur, comprendre aussi quelles sont les attentes, qui sont les acteurs du milieu, qui sont ici autour de la table. Donc effectivement, ça a une influence, pour l'instant qui ne se reflète pas encore d'un point de vue financier ni trajectoire financière, mais effectivement dans les réflexions et dans les prises de décision à moyen terme, les réflexions sont là, les investissements intellectuels, on va dire, sont bien présents. Merci beaucoup. Frédéric, vous avez aussi, avez-vous un avis sur cette question ? Donc, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Exarch est la filiale du groupe BPCE qui se positionne sur le marché des cryptos. Je ne vais pas pouvoir vous dire excessivement de choses sur Exarch aujourd'hui, mais je vais vous dire des choses qui sont publiques. Exarch a obtenu son agrément PSAN, agrément optionnel PSAN, pour des services de conservation, d'achat-vente d'actifs numériques et d'échange d'actifs numériques en fin d'année, et devrait commencer bientôt à opérer dans le secteur. Et effectivement, le sujet crypto, et notamment la notoriété et le fait que les clients nous en parlent, a fait partie des facteurs qui ont décidé un groupe tel que le groupe BPCE à se positionner sur ce marché-là. Alors j'ai fait mon anti-sèche, donc au-delà des 92%, on a 46% des Français qui ont fait ou souhaitent faire l'acquisition de crypto au cours de l'année qui vient. C'est énorme, c'est un potentiel de marché qu'il faut adresser, et donc un groupe comme le nôtre ne peut pas passer à côté de la demande de ses clients naturels, évidemment. Et puis, on a un autre chiffre qu'on n'a pas vu, mais que moi j'ai noté dans l'étude, c'est que 25% des Français changeraient probablement de banque si une autre banque proposait un accès aux cryptos. Donc ça aussi, en termes de vecteur de captation de clientèle et de conquête, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand on connaît le profil des investisseurs en crypto. Ils sont plutôt jeunes, ils sont plutôt aisés. Et ce sont les clients que tout le monde veut avoir. Donc, je pense que ça répond à la question. On est très intéressé et ça fait partie de notre stratégie, évidemment. Merci beaucoup. Effectivement, on a aussi parlé pendant cette étude du nombre de détenteurs et d'acteurs intéressés par les cryptoactifs. On observe aujourd'hui une consolidation du taux de détention à 10% en 2024 contre 12% en 2023. Alors que ce taux continue de croître partout ailleurs en Europe. Alexis, comment percevez-vous cette évolution en France et en Europe, et quelles initiatives avez-vous mis en place pour attirer plus de détenteurs chez Bitpanda ? Bonjour à tous, merci pour la question. On a remarqué qu'il y avait un vrai croisement en fait, des détenteurs sur l'année 2024. En même temps, il y a eu 2 grosses périodes de bull run qui ont favorisé cela, mais on a remarqué qu'il y en avait à la base une clientèle assez jeune, on l'a dit, plutôt jeune et aisée, et on a marqué vers la fin de l'année, quand il y a eu cette adoption en masse, notamment avec l'arrivée de Trump, on a marqué un vrai changement et qu'il y avait des personnes totalement néophytes sur ce sujet qui étaient intéressées.
Bitpanda, évidemment, est une plateforme plutôt pour les néophytes ou pour ceux qui veulent s'initier à la crypto. Et on a remarqué en fait que sûrement quand le Bitcoin a atteint les 100 000 $, il y a eu beaucoup de ventes. Il y a eu aussi beaucoup d'achats de la part d'une clientèle différente. Donc nous, quand on a remarqué ça, on a ciblé nos communications sur une clientèle plus âgée. On a notamment des partenariats aujourd'hui avec des médias qui sont un peu moins jeunes, qui sont un peu plus sur une clientèle plus âgée et plus néophyte pour démocratiser la crypto. Et c'est un peu le message qu'on fait passer tout le temps. Hein. Dans nos pubs, on le voit, c'est pour la crypto, c'est Bitpanda. Donc on veut que ce soit l'évidence et on veut que ce soit l'évidence auprès du grand public. Donc ça a été tout le travail qu'on a fait d'éducation et puis après d'acceptation et d'adhérer à la crypto en général. Merci beaucoup. Sur le sujet des usages et finalement des nouveaux secteurs d'activité dans lesquels on peut voir des actifs numériques, Valentin, vous accompagnez aujourd'hui des startups dans leur développement et aujourd'hui on constate une diversification des usages entre les paiements, la DeFi. Quels nouveaux usages voyez-vous ou secteurs émerger actuellement ? Bonjour à tous. Alors effectivement, il y a la chose première qui a changé dans l'année qui vient de s'écouler, c'est que beaucoup des secteurs qu'on pouvait voir et qui sont désormais régulés ne sont aujourd'hui plus représentés dans l'innovation, en tout cas l'innovation des startups. Elles peuvent l'être dans des grands groupes où il y a des expérimentations, on en a parlé tout à l'heure, mais les petits startups ont plus de mal. Donc on voit beaucoup plus cet interstice dans là où la réglementation n'est pas encore, où là elle laisse encore plus de place. Je pense particulièrement à la tokenisation des actifs réels, qui peut encore avoir un peu de place dans cette réglementation. Je pense notamment à la finance décentralisée, qui là encore a de la place et peut créer des nouveaux usages. Donc c'est surtout ça, nous, qu'on voit. Et de ce point de vue-là, c'est quand même relativement intéressant de voir ces nouveaux usages-là, qui ensuite se plug, s'ajoutent à ce qui est déjà présent sur des plateformes qui peuvent être, elles, régulées ou sur des usages qui peuvent, eux, être régulés. On a très peu de startups qui vont chercher les agréments MiCA ou ce genre de choses aujourd'hui. On en a quand même certaines. C'est des coûts relativement gros. C'est de l'ordre de 500 000 € par an pour avoir un agrément MiCA, par exemple. Donc, c'est tout de suite plutôt des séries en série A. Donc, on parlait tout à l'heure, Marilyn le disait très bien, c'est là où on peut avoir un peu de peine à suivre les startups dans le financement français, mais on y travaille et je sais qu'il y a de plus en plus d'envie et la BPI l'incarne très bien. Et donc de ce point de vue-là, ça reste quand même un petit frein, mais que nos entrepreneurs et que les entrepreneurs en France arrivent à basculer tout en restant en France. Oui, je trouve quand même qu'il y a quand même des usages intéressants qui peuvent naître ici et vous en avez cité certains. On a même des entreprises qui travaillent dans la tokenisation de paiement pour payer par SMS. Et ça, c'est des usages vraiment intéressants qui sont très clairement dans la veine de ce qui se construit en 2025, à savoir l'utilisation des stablecoins comme grande tendance et des nouveaux usages, la tokenisation, donc la représentation d'actifs réels sur blockchain. Et ça, pour moi, c'est les deux secteurs d'avenir qu'on peut encore jouer ici. Absolument, absolument. Et un sujet absolument clé aussi concerne la réglementation et le rapport finalement à la politique de l'Europe et de la France en matière de cryptoactifs, avec les réglementations MiCA, DORA, Jonum. L'écosystème crypto connaît aujourd'hui une structuration qui est très rapide. Frédéric, comment est-ce que vous évaluez ces régulations en France et en Europe ? Et est-ce que vous observez déjà des impacts sur vos activités ? Alors, donc nos activités ne sont pas lancées, mais on se conforme et on va se conformer bien entendu à la réglementation. Mais je pense que le mot d'ordre, et c'est ce que disait Marilyn tout à l'heure, en fait, on a cette espèce de dichotomie dans le paysage où des acteurs qui ont l'habitude de, alors je ne vais pas dire jouer, mais de traiter la réglementation, de s'y conformer, sont sans doute avantagés ou en tout cas ont un peu moins de mal à s'y conformer. C'est le cas d'établissements bancaires et d'institutions voilà, qui sont là depuis longtemps et qui ont des, alors je ne vais pas dire des armées, mais des équipes assez fournies pour accompagner. Et donc nous, typiquement, pour aller chercher un agrément PSAN, on a été accompagné par l'ensemble du groupe et c'était sans doute plus facile. Et de l'autre côté, effectivement, pour les plus petits acteurs, c'est sans doute compliqué. De notre point de vue, mais ça, c'est parce que c'est notre façon d'être et notre façon d'opérer depuis des décennies. La réglementation est saine parce que elle permet d'avoir des règles claires, de savoir à quoi s'attendre et quoi respecter.
Là où peut-être il y a sans doute des choses à faire, c'est la réglementation peut-elle être un frein au développement de ces activités au regard de ce qui peut se passer dans d'autres parties du monde. Et donc ce level playing field mondial, est-ce qu'il reste favorable à l'Europe ou pas? On voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Il faut qu'on soit attentif à ça, il faut que le régulateur, j'imagine, soit attentif à ça pour que la place européenne, qui était plutôt en avance, garde cette avance-là et ne se fasse pas dépasser. Voilà. Merci beaucoup. Valentin, est-ce que vous observez de votre côté des impacts sur vos activités? Oui, je disais tout à l'heure, effectivement, on a des entreprises qui vont plutôt chercher les interstices. C'est vraiment ce bac à sable-là qu'on a pu connaître dans l'écosystème entre 2017 et 2020, où il y avait encore de l'espace. Ensuite, on est monté en puissance avec les différents PSAN, on en a parlé beaucoup, et puis on tape beaucoup sur la réglementation, donc je m'attendrai de le faire cette année. En revanche, il y a quand même cette tendance qu'on observe, qui sont que les entreprises qui postulent aujourd'hui à Cube3 sont effectivement beaucoup plus matures, ou en tout cas font suffisamment de chiffre d'affaires, ou sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'elles ne sont pas basées en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait moins, c'est-à-dire que des entreprises qui, au bout d'un moment, veulent partir parce que la fiscalité c'est compliqué ou pour plein de raisons qui leur sont propres, partent. On entendait des fois, maintenant, c'est plutôt dès la première journée de réflexion qu'elles vont regarder potentiellement où se mettre ailleurs. Là où je suis d'accord avec Frédéric, c'est qu'il faut une réglementation parce que ça peut aider et apporter de la confiance. Là où je trouve effectivement que ça a été un peu rapide, un peu fort et où la barrière est aujourd'hui un peu grande, peut-être qu'elle portera préjudice à la place de l'Europe et à celle de la France qui était en avance. Et effectivement, que ceux qui s'y sont conformés, que ceux qui ont fait l'effort, puissent enfin avoir les autorisations pour pouvoir continuer d'émettre sur le territoire français et de continuer à parler l'ensemble de ce territoire depuis la place de Paris. Ça, c'est le deuxième point d'attention. Et on a beau essayer de le répéter aux startups, certaines peinent à y croire. Donc j'espère qu'on aura très vite les autorisations pour pouvoir l'incarner dans nos discours. Mais oui, en tout cas, la typologie en 1 an et demi, 2 ans d'accélération a beaucoup changé. Et les acteurs sont sans doute plus résilients. Et en même temps, les clients ont un petit peu changé aussi. Et on le disait en introduction, c'est plus tout à fait les mêmes services qu'on vient donner. Il y a des services qu'on a essayés qui en fait n'avaient pas forcément de business model. Maintenant, c'est des business models beaucoup plus connus, beaucoup plus pérennes, avec des acteurs qui peuvent mettre beaucoup plus d'argent. Donc en fait, c'est un modèle qui évolue. Le bac à sable, on quitte aussi la période d'adolescence des actifs numériques pour entrer dans l'âge adulte. Et dans cette période-là, il y a un peu de casse. Et en tout cas, il se restructure. Et je suis quand même content des acteurs français qu'on a. Il faut continuer de les défendre. Sur le sujet des intermédiaires et des canaux de distribution, qui est aussi un sujet fondamental, on a aujourd'hui des plateformes d'échange qui restent dominées par des acteurs comme Binance, avec des acteurs comme Revolut qui aujourd'hui se hissent, enfin en tout cas cette année, se hissent à la 2e place. Et parallèlement, environ 2 tiers des Européens qui vont conserver leurs cryptoactifs via un tiers de confiance et 32% de Français qui expriment aujourd'hui le souhait que leur banque traditionnelle joue un rôle clé dans l'acquisition et dans la conservation de ces actifs. Morgane, comment est-ce que vous interprétez cette évolution vers des acteurs un peu plus traditionnels ? Je pense qu'elle est très positive, hein, effectivement, pour le sentiment de confiance. Je pense que ces acteurs-là amènent. Pas que les plateformes actuellement présentes ne sont pas de confiance, mais ont peut-être moins grande pénétration sur le marché, sont là depuis moins longtemps. Donc je pense que clairement, c'est un enjeu. L'éducation financière peut passer par les discours que les banques vont aussi donner. Donc voilà, je pense que il y a de la place pour tout le monde. Nous, d'ailleurs, quand on a commencé à discuter la crypto, c'était avec Bitpanda, autour de la table en Belgique. Et je pense que c'est plus une opportunité de collaborer que d'aller à l'encontre l'un de l'autre. Donc, il y a vraiment un écosystème à créer. Et je pense que toutes les entités ont leur place dans cet écosystème. Mais voilà. Mais en tout cas, l'enjeu pour nous, il est clair. Il est sur l'éducation financière, la compréhension de nos clients, de ce qu'ils vont faire de leurs actifs. Donc voilà. Une question ouverte pour l'ensemble, enfin pour vous 4. Comment aujourd'hui considériez-vous que les banques pourraient se saisir de cette opportunité pour répondre aux attentes de leurs utilisateurs ? Je vais enchaîner parce que j'ai le micro. Effectivement, nous, on ressent beaucoup de demandes de
de nos clients, voire de nos prospects, hein, quand on discute un peu, parce que c'est un peu un secret de polichinelle, hein, enfin, Frédéric le dit ouvertement, nous on est un peu plus modéré dans notre discours, mais effectivement on l'entend souvent au niveau des prospects, ben voilà, tiens, la première banque en Belgique qui investira dans la crypto, qui en fait viendra avec une offre intéressante, ben, on mettra sans doute nos fonds chez elle. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de conquête, ça c'est sûr, pour proposer la diversification aussi à nos clients. Donc voilà. Pour rebondir, je pense que c'est clé ce que disait Morgane. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que... Ah, il marche pas, pardon. Je rebondis ce que disait Morgane. En fait, le vrai sujet en France, on l'a vu dans l'étude, c'est que les Français aiment épargner, on le sait tous, notamment sur leur compte bancaire. Et je pense que pour que l'adoption et l'éducation se développent et que la crypto devienne prépondérante comme actif financier, je pense que les banques vont jouer un rôle primordial, comme tu le disais, d'éducation, mais surtout de disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail d'éducation, mais surtout un travail de où aller, comment y aller. Et je pense que les banques faciliteront ça grandement. Le petit ajout que je peux faire, c'est ce chiffre que tu citais. Il est symptomatique du tiers de confiance par excellence, entre guillemets, qui est reconnu depuis des dizaines d'années. Une banque, l'image de la banque, c'est un coffre-fort. Hein, et donc, conserver des cryptos au travers d'une banque, c'est quelque chose qui va parler à l'inconscient collectif. Et on a toute cette frange des intentionnistes qui sont mentionnés dans l'étude. Ceux qui n'ont pas osé franchir la difficulté, entre guillemets, ou la difficulté perçue d'investir dans des cryptos, eh bien, en fait, cet acteur de confiance peut-être les aider, et ça aidera tout l'écosystème à franchir le pas. Et comme tu disais, il y a de la place pour tout le monde, et c'est notre conviction également, et ça fera fleurir ce marché d'autant plus. Donc oui, on a cette conviction et qu'on porte, et voilà, c'est pour ça qu'on est là et qu'Exarch a été créé, typiquement. Il y a une dernière chose, je pense qu'effectivement, il y a aussi un enjeu de mimétisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes leaders, Binance, Bitpanda, d'autres dans la salle, qui ont fait cet effort-là. Mais il y a beaucoup de conseillers bancaires qui refusaient à leurs clients, qui envoyaient des lettres, ou même dans des discussions autour de l'épargne personnelle, qui déconseillaient de faire d'investissement en Bitcoin. Je pense que si demain, il y a ces actifs directement disponibles sur les plateformes ou sur les comptes bancaires, ce discours par mimétisme changera et que par définition, on fera exploser le plafond de verre de ces 10-12% de détenteurs d'actifs numériques et que les dissidents d'aujourd'hui, j'aperçois Joël Alexis Bielkiewicz de l'UBAC qui a longtemps dit ça, ne sera plus un discours de marginaux et que ça sera justement l'inverse qu'il le sera. Et donc ça participera très certainement à l'adoption massive à ce moment-là. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot de chacun sur, en une phrase ou deux, comment vous percevez finalement l'avenir de la relation entre le Web3 et les acteurs plus traditionnels. Frédéric, je vous laisse commencer. En fait, quand on s'intéresse, et Marinine le mentionnait tout à l'heure, quand on s'intéresse à cet écosystème depuis un petit moment, et qu'on est une banque, on a commencé à s'y intéresser plutôt côté blockchain privé, et on avait quand même, alors je vois Thierry dans la salle, il sait de quoi je parle, on avait en ligne de mire cette convergence quelque part entre blockchain privé, utilisation institutionnelle de la blockchain et la blockchain publique, et on pensait qu'un jour ça arriverait. Je pense qu'on arrive bientôt à ce point de rencontre, et c'est plutôt excitant et enthousiasmant parce que finalement le plein potentiel de cette technologie qu'on pressentait, il est en train de se réaliser. Non, effectivement, je pense que je rejoins ce qui a été dit, et notamment par Valentin, ça devient inévitable en fait, hein, donc qu'on le veuille ou non, c'est comme l'intelligence artificielle, on peut être réfractaire tout un temps, mais à un moment donné ça arrive, donc autant être dans ceux qui prennent le train en premier. Donc je dirais ma conclusion, c'est que c'est inévitable et autant s'y intéresser dès maintenant. Moi je pense qu'effectivement ça sera aussi la convergence des capitaux. On parlait de la tokenisation des actifs réels tout à l'heure. Ça sera très clairement cette convergence entre une finance décentralisée qui est peut-être un peu marginale, même si elle représente des dizaines de milliards d'euros. Elle a quand même cette difficulté à aller chercher d'autres actifs. On parle beaucoup de tokenisation immobilière, tokenisation d'énergie renouvelable, ce genre de choses. Et que quand ce wagon va exploser, on utilisera les deux meilleurs des mondes, la traçabilité et l'efficience des marchés avec les blockchains et cette fiabilité. Et de l'autre côté, les milliards et les trillions qui sont gérés par les acteurs historiques. Et que quand ces deux mondes vont se toucher, et la réglementation pour le coup y contribuera, alors on aura une belle convergence et le meilleur des deux mondes.
Bon, du coup, je suis le dernier, je vais répéter ce qui s'est dit. Non, mais c'est pour conclure, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y en aura pour évidemment tout le monde. Et le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, les deux mondes vont se rencontrer parce que, par exemple, nous, Bitpanda ou les exchanges ont la technologie, les banques ont les clients et la force de frappe. Et je pense que les deux réunis ensemble sera que bénéfique pour le secteur Web3 en France et en Europe. Merci à tous les quatre pour ces éclairages sur l'adoption.